Bonjour, nous sommes en direct avec vous sur la page Facebook de Paris Normandie pour vous proposer un direct avec des experts. On va vous parler d'immobilier, on va même essayer d'être le plus complet possible sur le sujet. C'est une préoccupation qui concerne de très nombreuses personnes pour l'achat, pour la vente. Alors, qu'est-ce qui s'achète? Qu'est-ce qui se vend? Où faut-il acheter? Où faut-il vendre? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Et à quel prix? Où en sont les taux? Ça fait partie des quelques questions que l'on va aborder avec nos experts. Et comme on est en direct avec vous, les internautes, eh bien, vous commentez, vous participez, vous questionnez. Et on répondra à toutes vos questions. Et comme on est avec les internautes, eh bien, ça commence avec eux. Nathalie est déjà là, c'est une fidèle Nathalie qui est souvent avec nous pour les directs. Bonjour Nathalie et merci d'être avec nous. Alors, autour de la table, nous avons deux agents immobiliers. Nous avons ici, à l'extrémité du plateau, Antoine Rupé-Roland. Vous, c'est l'agence Rupé-Roland Immobilier. Vous êtes ce qu'on appelle une agence traditionnelle avec la vitrine et avec les offres qu'on peut voir. Et vous travaillez comme de très nombreuses agences immobilières. Absolument. Le monde change, le monde évolue. Eh bien, le digital, le numérique s'invite aussi dans le secteur immobilier avec Meriviat. Meri, vous, c'est l'agence Monapart Immobilier. Exactement. Et vous, vous êtes une agence numérique, purement digitale. Vous n'avez pas de boutique, pas de vitrine. On n'a pas pignon sur rue, exactement. Voilà, vous n'avez pas pignon sur rue. Ça ne vous empêche pas d'avoir pignon sur le marché. Exactement. Bien évidemment. À ma droite, alors lui, c'est un peu le petit trublion. J'ai envie de le qualifier comme ça. Il a une tête de trublion. C'est la barbe qui fait ça. Voilà, c'est la barbe. Jean-Baptiste Massif, lui. Alors je dis trublion parce que lui, il a inventé une nouvelle façon de pratiquer l'immobilier. Il s'est dit pourquoi ne pas faire comme dans l'automobile où on peut acheter, bien sûr, mais on peut aussi louer et avec option d'achat. Donc vous, c'est l'immobilier, location avec option d'achat. Vous allez nous raconter ça. C'était peut-être assez courageux de lancer ça et puis finalement, je crois que ça marche pas trop mal. Ouais, ça va mal. Voilà. Et puis alors, à côté de vous, Jean-Baptiste, on a un témoin. Merci beaucoup, Bastien, d'être avec nous. Vous avez acheté. Alors, vous nous rapprochez de l'actualité puisque l'achat que vous avez fait, c'est fait à Petit-Quevilly. C'était avant Lubrizol. Depuis l'affaire Lubrizol est passée, ça nous ramène, je disais, donc bien évidemment à l'actualité. Et nos spécialistes, justement, nous parleront de cette acquisition que vous avez faite. Et puis on évoquera, bien sûr, messieurs aussi, le futur écoquartier Flaubert. Alors, quelques éléments d'information juste avant de laisser la parole à nos spécialistes et puis, encore une fois, de prendre tous vos commentaires. Hein. J'ai l'oreillette et voilà, tout ce que vous commentez sur Facebook, je le note et on répond à vos questions. Donc, quelques éléments. La hausse des prix, elle se pratique de plus en plus. C'est une réalité. Vous voyez, j'ai un chiffre, 4,8%. C'est la hausse depuis un an du prix au mètre carré des maisons en France. Que pensent nos concitoyens en France et puis en Normandie aussi également? Eh bien, c'est que dans 72% des cas, c'est une étude réalisée sur l'immobilier, dans 72% des cas, les Français estiment qu'il faut absolument être propriétaire avant la retraite. Et même 43% d'entre nous pensent que si on n'a pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment réussi sa vie, si on n'a pas réussi à être propriétaire. Ça vous étonne, ça, messieurs les agents immobiliers, vous qui êtes au contact des consommateurs? Non, pas du tout. C'est effectivement une sorte de fin en soi et les gens préfèrent être chez eux que d'être en location et c'est une façon aussi de récupérer une somme d'argent et d'épargner quelque part. Alors, j'ai une première question. Vous voyez, ça réagit tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai Steph qui nous demande si un appartement de 150 mètres carrés, alors sans garage, si on peut me redire en régie, 150 000 euros. 150 000 euros, 87 mètres carrés, sans garage, c'est bien ça, et sans place de parking. Est-ce que vous, les professionnels de l'immobilier, est-ce que vous trouvez ça au bon prix? Tout dépend du secteur. Alors, tout dépend du secteur. Si on peut me redire où est le secteur, à quel endroit, ça serait sympa que notre internaute nous indique le secteur pour qu'on puisse répondre. Mais sinon, on peut peut-être donner des exemples de secteurs où ça pourrait être cher ou pas cher? Oui, alors principalement, en fait, vous pouvez retrouver ça plus côté rive gauche ou sur la grande couronne rouennaise. Je pense que 87 mètres carrés aujourd'hui sur Rouen rive droite, on est plus sur du 200 000, voire bien plus pour certains secteurs ou certains quartiers. Ouais. Alors, j'ai aussi regardé ce que disait le président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, au niveau de la tendance générale du marché. Le président de la FNAIM trouve que, alors en tendance générale, l'actualité globale, que le mouvement des Gilets jaunes, dont on aurait pu penser qu'il fasse peut-être un peu peur à ceux qui veulent acheter, finalement, vous confirmez, n'a pas d'impact sur le marché et qu'on ne note pas de relation de cause à effet? Non, pas véritablement. On l'a pas ressenti. Effectivement, on a été paralysés, nous,
de fait des actions du samedi, on n'a pas pu exercer notre activité, à contrario de quelqu'un qui est digitalisé justement. Et encore. Mais non, ça n'a pas bloqué du tout nos rendez-vous. Les gens ont maintenu leurs demandes et leurs recherches, je veux dire. Alors, j'ai eu la précision sur l'internaute tout à l'heure qui questionnait sur son appartement à 150 000 euros. Il nous dit, je le rappelle, 87 mètres carrés, sans garage et sans place de parking, secteur Évreux. Qu'est-ce que vous nous dites ? Ah oui. On n'est pas du tout sur le même secteur. C'est pas pour dénigrer Évreux. Alors moi personnellement, pour le coup, je saurais pas le conseiller parce qu'on est plus spécialisé sur la rive droite et sur le secteur de l'agglomération rouennaise. Bon, Évreux, une métropole inférieure en taille à la métropole rouennaise, ça peut être un indicateur pour répondre ? Plutôt bien situé au final, parce que près de la 13, en direction de Paris. Enfin, donc le prix vous paraît ? Il y a des... En fait, avec Évreux, en termes de prix, effectivement, on est moins que sur la métropole rouennaise. Après, il y a beaucoup d'avantages aussi sur Évreux et les connexions qui peuvent aller aussi sur Paris, où il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi ce genre de biens sur Évreux ou sur la petite périphérie. Donc on est à peu près sur ces prix-là. Voilà, quelque chose près, bien sûr, à voir selon l'état aussi du bien, bien sûr. Et les services qui est à côté. Sur les réseaux, Nathalie nous demande, rentrons dans le vif du sujet, s'agissant de cette actu récente, elle nous demande est-ce que l'affaire Lubrizol a eu des répercussions sur le marché de l'immobilier, messieurs ? Là, on parle de l'immobilier spécifiquement rouennais, bien sûr, du fait de Lubrizol et de sa situation au cœur de la métropole Rouen-Normandie. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas eu d'impact en termes de vente immobilière. Bien sûr, l'effet Lubrizol a fait que pendant quelques jours, il y a eu cet effet de peur et aussi effet panique quand même sur voilà, et oui. L'effet médiatique fait que aussi on a cette peur de dire déjà on ne sort pas de chez nous, donc forcément nous on a eu des impacts aussi sur les visites de biens, puisque pendant 2-3 jours on a eu strictement rien, on a eu même des annulations de visites pour ça, voilà, mais ça a duré que quelques jours. Après il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi les prix l'immobilier allaient totalement baisser de 20-30% du jour au lendemain. Alors ça dépend peut-être de certains secteurs très très proches de Lubrizol, puisqu'on sent encore énormément d'odeur et ça peut freiner totalement les futurs acquéreurs. Mais sinon, ça n'a pas eu d'impact particulier sur les autres zones. Alors, puisqu'on parle de Lubrizol, donnons tout de suite la parole à notre témoin. Vous êtes Baptiste, un particulier. Vous avez accepté de venir sur notre plateau. On vous en remercie. Vous, alors, racontez-nous où vous avez acheté et quand c'était. Alors, c'était justement après l'affaire Lubrizol. Ah, c'était après. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était avant. Vous avez acheté après. En fait, le secteur avait été déterminé au départ en fonction du budget, qui était le mien. Donc, maison de ville idéalement, Petit-Quevilly, Sotteville. Est apparue l'affaire Lubrizol. Et donc, une grosse réflexion. Mais si vous me permettez, peut-être que votre acte d'achat était déjà enclenché avant Lubrizol, non ? Non, pas du tout. Donc ça veut dire que vous avez, malgré l'effet Lubrizol, vous avez quand même décidé d'acheter à Petit-Quevilly. Je me suis laissé une grosse période de réflexion. Je me suis renseigné, notamment auprès de proches qui connaissent pas mal le domaine de la zone industrielle, de Petit-Quevilly, le secteur. Et réflexion faite, la décision a été prise de quand même acquérir à Petit-Quevilly et de réaliser l'acte d'achat. Alors, très concrètement, ça ne vous pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on parlait de cet effet un peu panique juste au moment de l'événement, dont vous avez dit qu'il s'était relativisé avec le temps. Si je prolonge les propos que j'entends, vous nous dites que finalement, dans quelques temps, on n'y pensera plus. S'agissant de l'immobilier, je pense, uniquement l'immobilier. Moi, je pense qu'effectivement, on a tendance à oublier les choses. Et ça nous ramène surtout au compromis, à l'acte authentique, où on délivre quand même un certain nombre d'informations, et entre autres une cartographie où on voit bien les impacts de Lubrizol. Au final, on ne veut pas le voir, on achète quand même, et là, il nous est arrivé quelque chose. Maintenant, prenons le cas de Bastien. Bastien, donc, il est en train d'acheter. Vous êtes à la recherche de votre financement actuellement. Tout à fait. Donc, le compromis est signé. Oui, tout à fait. La vente aura lieu quand ? Elle est fixée ? On est sur un délai de 3 mois, donc aux alentours de mi-février. Voilà, d'accord. Donc, bien sûr, quand on achète, on pense à la revente. Ouais, et vous, le fait d'acheter à cet endroit-là, finalement, vous vous dites, si je revends dans 4, 5 ans, 6 ans... voilà, il y a eu cette... vous pensez qu'il n'y aura pas de souci. Répondez-nous, puis ensuite, on corrobore avec nos agents immobiliers. Ouais, il y a eu cette réflexion de se projeter à moyen-long terme. Et il y a eu aussi une comparaison qui a été intéressante, notamment dans le Paris-Normandie, sur différents articles avec Toulouse, avec Toulouse, AZF. Donc ça a été des exemples assez intéressants et assez marquants, qui, moi, m'ont fait réfléchir également. Et cette idée sur le long terme. Et en étant conscient également qu'il y a eu le cas Lubrizol,
mais que ce n'est pas la seule. Et que ça, en fait, je pense que ça rappelle aussi à tout le monde que Rouen est entouré de nombreuses entreprises et de nombreuses zones industrielles. Et d'entreprises Céveso. Exactement, tout à fait. Donc c'est aussi, alors c'est certes un petit rappel, mais que ce soit un secteur Petit-Quevilly-Sotteville, on voit que le secteur plutôt haut de Rouen a été un peu plus marqué sur la ferme Lubrizol. Donc finalement, aujourd'hui, en tant que Rouennais, comme je le suis, ça fait toute une zone, toute une agglomération qui de toute façon, entre guillemets, est concernée. Est touchée, est concernée par ce fait. Donc quand on est dans la situation un petit peu comme la mienne, où on cherche à acquérir, qui est pour mon cas un premier bien, on reste de toute façon dans ce secteur immobilier. Donc voilà. Alors, priorité aux internautes, puisque nous sommes en direct avec vous, et donc dès que vous réagissez, que vous questionnez, eh bien, on prend tout de suite vos réactions. J'ai Paul qui nous dit, il témoigne, il nous dit « Je trouve que les taxes foncières sont exorbitantes à Rouen ». Je reprends ses propos. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Je crois que ça va être le vaste sujet sur les années à venir. On est tous les deux propriétaires, j'imagine, et effectivement, on subit aussi une hausse des taxes foncières. Donc votre sourire qui précédait votre réponse nous indique que vous êtes d'accord avec Paul. On préférait payer moins. Ouais. Est-ce que d'ailleurs on peut, vous qui travaillez sur un certain nombre de communes, qui avez l'habitude de toutes ces taxes et de ces taxes foncières, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il y a cette disparité de taxes foncières d'une commune à l'autre ? Et quelquefois, dans des communes, d'ailleurs, on s'attendrait à ce que ça soit plus faible ou l'inverse. Des disparités, il y en a même dans la commune, d'une rue à l'autre, d'une maison en face de l'autre, avec des caractéristiques qui sont somme toute assez équivalentes. On a des vraies disparités. En fait, on prend en considération tellement d'éléments, tellement de points et de leviers pour valider des taxes foncières. Alors, par exemple, autour de Rouen, puisque on évoque un peu Rouen parce qu'on est connecté aussi à cette actualité du Lubrizol, autour de Rouen, quelles sont les communes où finalement il vaut mieux acheter s'agissant de taxes foncières plus intéressantes en termes de prix ? Moi, je prends l'exemple par exemple de Sotteville-lès-Rouen qui a un dynamisme quand même au sein de la commune qui est assez intéressante, et on a sur des maisons de 80 mètres carrés, 90 mètres carrés, ça va de 360 € à 1000, voire 1200. Donc il y a vraiment de grosses disparités, mais du fait aussi de l'ancienneté à des moments des habitations. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Le seul problème, effectivement, je pense que là où les gens ont le plus peur, c'est peut-être sur les augmentations des taxes foncières qui, dans certaines communes, en Normandie, mais aussi en France, ont une grosse augmentation qui fait peur et qui donne envie de revendre. Et je rejoins vite fait, effectivement, sur l'aspect de cet achat. Bastien, l'achat de Bastien à Petit-Quevilly. Bastien, exactement, sur le fait où c'est bien d'acheter, mais il faut toujours quand même penser à la revente, quels que soient les événements qui puissent subvenir dans la... Alors, n'hésitez pas, vous êtes avec nous, on est en direct avec vous sur Facebook Paris Normandie. N'hésitez pas à poser des questions s'agissant de l'immobilier, de la vente, de l'achat, de la location, et nos experts vous répondront. Jean-Baptiste Massif, qui est un grand bavard jusqu'à présent, il est très sage. On ne l'entend pas. Pour une fois, on ne l'entend pas. Alors écoutez, on va lui donner la parole, sinon après il va piaffer. Non, promis, je dis rien. J'écoute, j'en profite. Bon, on viendra sur votre formule, ce que vous avez inventé, mais simplement peut-être sur ce qui s'est dit jusqu'à présent. Vous avez certainement une réaction, puisque votre matière à vous, c'est l'immobilier, même si vous n'êtes pas agent immobilier. Non, on n'est pas agent immobilier, nous on apporte un outil. Mais sur ce que vous entendez, comment vous réagissez ? Très positivement, ce qu'on sait, c'est qu'à aujourd'hui, effectivement, l'immobilier, c'est génétique. Ça fait partie du patrimoine génétique des Français. Tout le monde veut être propriétaire de sa résidence principale pour différentes motivations, leviers, préparer sa retraite, ne plus verser un loyer à perte. Enfin, voilà. On sait qu'effectivement, c'est très important. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que finalement, c'est une étape hyper stressante. Quelle sera ma taxe d'habitation, enfin ma taxe foncière, parce que la taxe d'habitation, il n'y a plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça va se reporter sur les taxes foncières aussi. C'est qu'on coupe une partie du budget des collectivités. Faut bien le reporter quelque part. Donc on va potentiellement avoir une augmentation des taxes foncières, peut-être pas forcément à même hauteur, mais d'un point de vue logique, s'il n'y a plus de taxes d'habitation, va bien falloir le reporter quelque part. Donc quelle sera ma taxe foncière de demain ? Quel sera le logement de demain ? Dans le cadre d'une revente ? Dans le cadre d'une primo-accession, mon financement ? C'est hyper stressant. Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que finalement j'aurais pas intérêt à tester le logement pour me rendre compte que Lubrizol, il n'y a pas de souci, parce que je suis à 3 km, je crois, du site de Lubrizol. Donc voilà, 3 km. Tester le logement, tester le logement, on l'acheter. C'est ça. L'objectif, c'est bien ça. L'objectif, c'est bien ça. Voilà. Je rappelle pourquoi. Alors, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent, pourquoi je dis je vous sens venir, tout simplement parce qu'encore une fois, le business qu'a inventé Jean-Baptiste Massif chez Quasi Acquis, c'est-à-dire presque acquis, c'est louer son bien, appartement ou maison, et puis avoir une option d'achat. Allez, vous nous en dites 2 mots là. C'est la LOA des voitures
adapté au monde de l'immobilier. Comme quand on prend un contrat de 3 ans pour une voiture. Je loue avant d'acheter, une partie de ce que j'ai versé va permettre de diminuer le prix de vente. Et c'est pour ça que vous dites que ça permet de tester le logement. Mais oui, c'est que là, dans le cadre de la primo-accession... pourquoi Bastien il s'est pas adressé à Kaziaki alors? Parce qu'il connaissait peut-être pas encore. Je ne connaissais pas. C'est je l'apprends. Voilà, tout à fait. Et l'objectif, c'est ça, c'est de rendre cette période un peu moins stressante, de finalement acheter un peu de temps. Parce que avant de se décider. Quand on fait un achat immobilier, je parle sous la gouverne des professionnels que j'ai en face de moi, ça va super vite. Enfin, en l'occurrence, on pourrait poser la question de en combien de temps vous avez visité, et même s'il y a eu cette période de réflexion, mais je suis resté combien de temps dans le bien, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, est-ce que c'est suffisant pour réussir à connaître mon environnement et tout ce qui va avec, alors que vous essayez vos baskets, vous essayez la voiture avant de l'acheter, et l'élément le plus important de votre vie, qui va correspondre à 80% je crois du patrimoine des Français, c'est de la pierre et c'est la résidence principale. Ce serait peut-être pas mal non plus de tester, pas forcément sur 10 ans, mais peut-être que 6 mois, 1 an et demi, ça suffit. Alors, Jean-Baptiste Massif, cofondateur, dirigeant de Kaziaki, vous allez être content parce que Amélie nous dit la location avec option d'achat, c'est l'idéal. Alors, je me demande si c'est pas, merci Amélie. Si c'est pas une de vos copines. Il n'y a personne chez nous qui s'appelle Amélie. On a Sheila, Sonia. Donc, c'est pas quelqu'un de chez Kaziaki. Non, pas du tout. Alors, messieurs les agents immobiliers, j'y vais direct, une question très vaste et très large. Encore une fois, on a centré le propos sur la métropole rouennaise. Où faut-il acheter ? Partout. Oui. Alors, je vous laisse répondre. Quand je dis où faut-il acheter, la question est très large, mais vous pouvez la recentrer en prenant en fixant des paramètres vous-même pour donner des cas particuliers. On vise tous. Quand des gens viennent à Rouen, par exemple, ne connaissent pas la ville de Rouen, on leur parle de certains secteurs et de certains quartiers qui sont plus porteurs, plus valorisants en tout cas. Moi, je dis que ça dépend du budget, ça dépend de tellement de critères et de points personnels qu'il n'y a pas de mauvais quartier, in fine. Alors, je vous donne quand même, avant... Antoine Rupé-Roland, avant que vous continuiez votre propos, puis peut-être que vous structuriez ce que vous avez à nous dire, je donne quand même 2-3 infos. S'agissant de Rouen, eh bien, on nous indique, moi j'ai des taux, alors vous nous direz si vous les validez, moi j'ai trouvé que sur Rouen, depuis 1 an, les prix augmenteraient à peu près de 2%, et puis autour de Rouen, il y a des communes qui sont particulièrement prisées, alors elles peuvent être très différentes les unes des autres. Ça va nous ramener d'ailleurs à Bastien, puisque Mont-Saint-Aignan, apparemment on est sur une hausse des tarifs à peu près de 5%, depuis 1 an. Canteleu, on est à l'ouest de Rouen. Canteleu, on est à plus 3%. Et Petit-Quevilly, voilà pourquoi je disais que ça me ramenait à Bastien. Petit-Quevilly, on est à plus 11%. Donc apparemment, Petit-Quevilly serait un secteur très prisé. Il se rapproche considérablement de la ville de Rouen. Il y a un T4 qui est arrivé. On est dans des prix qui sont moindres que les secteurs de Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, Bigorrel, Rive-Droite. Donc c'est pas étonnant. Surtout pour des primo-accédants, si c'est le cas, si j'ai bien compris. Tout à fait. La rive gauche devient la rive droite, quoi. Enfin, de toute manière. Et puis la ville pousse la ville, quoi, je veux dire, c'est logique. Il y a pas mal aussi d'habitants qui habitent en centre et qui veulent en fait sortir du centre historique pour revenir sur de la maison, s'ils étaient en appart, aller sur de la maison pour avoir un petit peu de jardin, un petit peu de terrain, respirer un petit peu plus. Parce que justement, on a tendance à ce que le centre-ville s'engorge un petit peu. Oui, alors, aussi, pour autant, d'accord, ok, pour autant, quand on interroge tous les spécialistes de l'analyse de l'habitat, on nous dit qu'il y aurait quand même une tendance, renchérissement du prix de l'énergie, l'essence qu'on met dans les voitures, on connaît tous ça, une tendance à ce qu'on revienne de plus en plus vers les cœurs de ville, les cœurs de bourg, les cœurs de métropole, et que finalement, l'immobilier un peu dispersé dans le urbain, et a fortiori dans le rural, perdrait, entre guillemets, de sa valeur avec le temps. Est-ce que vous... Je me permets, c'est l'ultra-fortification, ce sont les travaux de Robin Rivaton pour ceux qui veulent aller plus loin, qui dit effectivement on se rapproche de plus en plus du centre-ville et on fuit un peu les campagnes, même si finalement on s'aperçoit de l'inverse, où aujourd'hui les Parisiens veulent partir de Paris et préfèrent aller habiter à la campagne. Ça reste vrai. Ah oui, ça reste vrai, parce qu'entre faire 2 heures de RER... Mais c'est Paris. Mais c'est Paris, voilà. Paris, c'est pas le reste du marché, on est bien d'accord, mais voilà, on a toutes les contradictions. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement on a une concentration dans les centres-villes due à plusieurs phénomènes, c'est les services, l'accessibilité au transport, à tous les services qui sont derrière, et puis en même temps, un truc tout bête, mais la connectivité Internet. Aujourd'hui, je crois que c'est la première question que doit poser quelqu'un quand il rentre dans un bien. Est-ce qu'on est connecté ? Est-ce qu'on est connecté ? Est-ce que c'est fibré ? C'est-à-dire que c'est même plus est-ce qu'on a l'eau, l'électricité, le chauffage, c'est et la connexion Internet ici. Antoine ? Moi, je te rejoins, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je pense qu'en fait...
c'est des systèmes de cycle en fait tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir l'effet Lubrizol, des gens vont vouloir partir de la ville très probablement pour vivre sainement à l'extérieur. Et puis à un moment donné avec des enfants, ils vont se rendre compte que les allers-retours ça va être compliqué. T'as raison. Bon, je suis habite Mont-Saint-Aignan, moi personnellement, j'ai pas la fibre, hein, donc c'est un piège. Hein. Vous savez, dans des quartiers de Bois-Guillaume, pour citer des communes quand même où il y a beaucoup de cadres supérieurs qui résident, il n'y a pas que les cadres supérieurs qui ont besoin d'être connectés. Tout le monde a besoin d'être connecté. Aujourd'hui, c'est impératif. Quand vous êtes dans les franges des plateaux nord qui sont très proches de la ville de Rouen, vous avez dans bien des cas moins de 2 mégas. En Mont-Saint-Aignan, j'ai moins de 2 mégas. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez drôle, mon petit frère habite Rion-Est-Montagne. C'est quand même perdu au fin fond de nulle part. J'ai jamais vu un débit aussi important que chez lui. Alors, il a 3 fois plus de débit que chez moi. Voilà. Amélie, on est toujours avec vous. N'hésitez pas. On a fait ce programme pour vous donner le maximum de renseignements sur l'immobilier, les tendances actuelles, qu'est-ce qui se passe, comment doit-on réagir. On a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais toujours Amélie, qui n'est donc pas une de vos copines. Du tout. Jean-Baptiste, vous confirmez. Donc, non, Amélie, apparemment, elle a l'air d'être branchée sur la location-achat parce qu'elle nous dit, vous allez nous dire si moi je ne suis pas un spécialiste de ça, elle dit la location-accession que nous entreprenons est intéressante parce que nous n'aurons, dit-elle, pas de taxe foncière à Mont-Saint-Aignan pendant 15 ans. Ouais, tout à fait. Alors, expliquez-nous. Alors, Amélie met le point sur quelque chose de totalement vrai. Amélie est très bien renseignée. On en profite pour saluer nos amis bailleurs sociaux, puisqu'effectivement, la location avec option d'achat telle qu'on la pratique, on a appelé ça LOA volontairement pour se différencier de ce que l'on appelle la location-accession, même si, fondamentalement, c'est le même droit. C'est le droit de 1984 de location-accession. Alors là, elle nous parle de location-accession. Location-accession. On fait la même chose, sauf que nous, on n'est pas dans le cadre des bailleurs sociaux, puisque depuis les années 80, tout le monde considère à tort que c'est exclusivement réservé aux bailleurs sociaux, alors que c'est pas le cas. Les bailleurs sociaux le font extrêmement bien depuis les années 80. Nous, on a décidé de l'ouvrir à tous, sauf les bailleurs, enfin à tous ceux qui ne sont pas bailleurs sociaux, et donc qui sont un propriétaire particulier qui se dit tiens, je mettrais bien ma maison en location-accession. Nous, on a la vocation de travailler avec les bailleurs sociaux justement pour faire connaître ce principe du PSLA ou de la location-accession, et effectivement, il y a un cadre bien particulier, notamment des conditions de revenus. Mais en contrepartie, vous avez énormément d'avantages, et notamment l'exonération de taxes foncières pendant 15 ans, une TVA réduite, une garantie de relogement et de rachat. Enfin, il y a tout un panoplie de services qui vont avec les logements sociaux, que nous n'aurons pas dans le cadre privé, mais par contre, dans le cadre privé, on n'aura pas la contrainte des revenus. Voilà. Toujours en direct avec vous sur les réseaux sociaux, Cériel nous dit, c'est un constat, effectivement, je crois qu'on peut être que d'accord avec lui, il nous dit la vie est chère en centre-ville, mais on est nombreux à ne pas avoir le choix, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a les transports, c'est là qu'il y a l'éducation pour les enfants. Réaction ? D'où l'ouverture en fait des transports justement qui nous emmène à aller plus loin. Quand je parlais tout à l'heure d'engorgement un peu du centre-ville, s'il n'y avait pas cet engorgement-là, on ne ferait pas de transport en commun pour aller à l'extérieur. Moi, je pense que les gens ont besoin aussi déjà de travailler un peu sur leur mode de transport, puisque si on fait ça, c'est justement pour éviter d'avoir trop de voitures qui rentrent dans Rouen, par exemple. C'est quand même un sacré fléau aujourd'hui, quand on voit les bouchons, que ce soit sur Flaubert ou même pour rentrer dans le centre de Rouen. Et voilà, il y a plein d'autres choses comme ça. Donc oui, forcément, de toute façon, la vie en centre-ville a tout, bien sûr, à côté. C'est cher, oui. Alors après, la dimension du cher... Toujours, tout est relatif sur ça. C'est sûr que si on fait la différence qu'à Paris, forcément, il y a une différence. Mais oui, c'est plus cher qu'à l'extérieur. Après, voilà, ça dépend toujours de ce que réellement vous voulez en termes de maison ou d'appartement. D'après vous, est-ce que dans les principales métropoles de Normandie, nous sommes à des tarifs qui sont... comparables à ceux des autres métropoles et autres villes françaises, ou est-ce qu'on est un peu plus haut, un peu plus bas ? Dans la région Normandie, Caen, Le Havre, Rouen sont à peu près, je dirais, sur le même niveau. On est calé à peu près sur le même niveau des autres villes françaises. Par contre, en France, on n'est pas très cher. On est d'une agglomération, quand même 500 000 habitants, la métropole quasiment. Aujourd'hui, on fait partie plutôt des moins chers que des plus chers. Ah bon, mais parce que j'avais compris que vous me disiez qu'on était calé sur le niveau des... Je parle de la région. La mais région. Au niveau français, au niveau national, on n'est pas cher. D'accord. Rouen est attractif et attire beaucoup d'ailleurs d'investisseurs extérieurs, et parisiens principalement, ou pas forcément investisseurs d'ailleurs, des gens qui décident, au lieu de se taper 3 quarts d'heure de métro à 1 heure, de se prendre 1h30 de train, exactement, et de bénéficier d'un jardin et de la 4e, 5e chambre peut-être même.
Qui n'aurait pas pu avoir. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la LOA. De la location avec option d'achat. Ouais, de la location avec option d'achat, de réouvrir une partie du marché qui aujourd'hui est vacant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui sont propriétaires de biens vides. Il y a des biens vides à Rouen. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de louer ? Parce qu'ils ont peur de le louer. Louer, c'est très risqué dans la tête d'un propriétaire. Voilà. Est-ce que mon locataire va me payer ? Est-ce qu'il va pas me le dégrader ? J'ai des travaux à faire pour le remettre aux normes. Donc ce que vous nous dites, c'est que beaucoup de propriétaires préfèrent conserver leur logement vide plutôt que de prendre ce risque. Ouais, préfèrent ne rien faire. Alors en revanche, la LOA peut leur apporter une sécurisation. La LOA va leur apporter un nouveau marché. Ouais. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes que dans le cadre d'une location classique. Alors on va bien sûr pas louer des logements totalement vétustes, on est bien d'accord. Mais ça va permettre de dire... si effectivement je dois passer par cette phase locative avant la vente de mon bien, parce que je n'arrive ni à le louer ni à le vendre, ou alors il faut que je baisse mon prix, que je fasse énormément de travaux, ouvrez-vous un nouveau marché, et quand vous connaissez le taux de vacances locatives à Rouen, prenez rue du Gros Horloge, vous levez la tête, il y a encore pas mal de logements qui sont vides, et pas que là. Il y en a on est en direct avec vous sur la page Facebook de Paris Normandie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à questionner, on a des experts autour de la table. Bastien, si c'était à refaire, la location avec option d'achat vous intéresserait ? Ça pourrait être intéressant, ça mérite d'en savoir plus, oui. de voir aussi concrètement comment est-ce que ça peut se mettre en place, puisque par exemple parce que je reprends mon exemple personnel, ouais. Sur un bien où il y a plusieurs propositions et plusieurs offres d'achat, est-ce que ce type de processus peut se mettre en place ? Alors ça peut se mettre en place, après tout est une question de prix. D'accord. Et c'est la question qu'on se pose, c'est finalement est-ce qu'un logement ne sera pas plus cher en LOA que de manière classique ? Comme dans l'automobile, vous achetez votre voiture cash, vous la payez un certain prix, vous la prenez en LOA, vous la payez 20% plus cher. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de la prendre en LOA et de se dire j'ai cette possibilité au bout d'un an de rendre les clés si je m'aperçois que c'est pas fait pour moi, plutôt que de prendre le risque d'acheter un bien immobilier avec tous les frais qui vont avec, frais d'agence, frais de notaire, et avec le risque de dire dans un an il faut que je rende les clés, il faut que je les vende, mais il faut que je vende vite et j'ai perdu tous mes frais. Cette formule qui est relativement nouvelle dans l'immobilier, comment réagissent les agents immobiliers ? Moi je trouve très intéressante. C'est une ouverture, je dis pas qu'on va tous... Ça peut doper un peu votre business ? Ah oui, ça va surtout à mon avis résoudre des problèmes. Effectivement, des biens qu'on a du mal à vendre, on a toujours un public locataire qui est un petit peu moins compliqué qu'un public accession. Donc je pense que des gens prendront le risque éventuellement d'essayer un bien qui est un peu moins bien, justement, qu'ils n'achèteraient pas sinon. Oui. Donc ça va nous libérer un petit peu. Et je pense que de toute façon, il y avait cette tendance du monde actuel à louer les choses. Donc de toute façon, tu rentres complètement dans la note de ce qui va se passer aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, traditionnellement, et tu l'as mis aussi, on est sur un monde terrien, quoi, je veux dire, de propriétaires. Ici, on n'est pas comme aux États-Unis au final. Hein. On aime bien on aime bien acheter, on aime bien être propriétaire. Et je rejoins ce que vous disiez. Hein, sur la volonté des Français à vouloir acheter avant la retraite et de se protéger. 73%. Et toutes générations confondues. On dit que ces jeunes générations, les millennials et autres, ne veulent pas être propriétaires. Alors, de leur téléphone portable, c'est sûr, de leur résidence principale. Il y a une étude HSBC qui a été faite l'année dernière. C'est 90% de ces jeunes générations. L'étude a été mondiale. 90% des jeunes générations veulent être propriétaires. En France, c'est 67% de ces jeunes générations. Enfin, on parle des jeunes de 20 ans, qui se disent, mais je veux être propriétaire. Il y a encore hier, quelqu'un au village Baïséa nous disait moi je suis en phase d'acquisition, j'étais à quel âge ? J'ai 22 ans. Il y a encore une vingtaine d'années, à 22 ans, on n'était pas propriétaire et on ne se posait pas la question. On veut aujourd'hui être propriétaire de plus en plus tôt, sauf que on a des contraintes de mobilité, d'évolution de la famille. La location avec option d'achat, ça peut répondre. Nouvelle réaction des réseaux, question complémentaire. Y a-t-il des critères à respecter pour que soit accepté le dossier de LOA ? Réponse Jean-Baptiste Massif. Les critères vont être à peu près les mêmes que dans le cadre d'une location classique. L'objectif justement, c'est de ne pas faire rentrer ça dans un premier temps dans les critères bancaires. L'un des objectifs, c'est de dire aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans les clous bancaires parce que vous êtes indépendant, en profession libérale, madame est en CDI, monsieur est en CDD ou en intérim, on coche pas les bonnes cases. Aujourd'hui, les banques, les volumes de prêts à faire sont tels qu'ils sont obligés d'être un peu plus sélectifs sur les dossiers. Les dossiers passent de moins en moins facilement quand on n'est pas dans les clous. Et donc, sur cette partie-là, l'objectif, c'est de dire on va amener une nouvelle arme pour le banquier. Et donc, par contre, ces gens-là, aujourd'hui, ils louent. Donc la question, ça va surtout être, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir payer tous les mois le montant du loyer en LOA et les charges ? En gros, vous prenez 3 fois le montant du loyer.
Voilà, réponse très concrète apportée par Jean-Baptiste Massif à la question que posait notre internaute. Alors, avec ce que je vais dire, le maire de Darnétal va être très content. Parce qu'on parlait des différentes communes autour de Rouen qui sont attractives et il semblerait, alors là encore, tout ce que je dis, je vais laisser nos experts immobiliers répondre et dire si c'est juste ou si je ne suis pas tout à fait dans les clous. Il semblerait que Darnétal, voilà pourquoi je disais que le maire de Darnétal serait content, Darnétal serait une commune assez attractive parce qu'on a un prix au mètre carré qui est très sensiblement inférieur à celui de Rouen. Rouen, je crois que ça plafonne à 2800 € le mètre carré, quelque chose comme ça, à peu près. Et il semblerait qu'on soit à moins de 2000 € le mètre carré à Darnétal, presque près de 1900 € le mètre carré, avec un bon réseau de transport en commun qui permet d'accéder à Rouen très facilement, avec un stationnement dans la commune qui apparemment n'est pas payant, donc ça c'est intéressant aussi. Vous confirmez cette attractivité de Darnétal pour l'achat ? Oui, totalement. Alors effectivement, il y a toujours une grosse différence parce que sur les villes couronnes comme Darnétal ou même des villes, c'est effectivement des villes où maintenant les gens veulent aller pour s'y installer en sachant que de toute façon il y a une proximité de transport. On est en périphérie mais on reste au cœur de métropole. Exactement. Donc ça va avoir tendance généralement dans ce genre de villes-là à augmenter en termes de prix progressivement, mais Antoine Rupé-Roland. Moi, je connais pas trop mal Darnétal pour y avoir vécu étudiant. Ça a toujours souffert Darnétal. Ça a toujours été une niche comme ça, particulière, entre deux plateaux très forts, plateau nord et le plateau est. Mathématiquement, à un moment donné, ça va évoluer, ça va bouger. C'est très attractif pour le locatif. Il y a beaucoup de propriétaires investisseurs ici, de propriétaires bailleurs. C'est effectivement très bien desservi, c'est en connexion directe avec le CHU, qui est quand même un des plus gros employeurs du secteur. Il se passe des choses. Et on rentre et on sort très rapidement de Rouen par Darnétal. Oui, ça fait partie de ces villes très proches de Rouen qui se développent comme et il reste des surfaces à valoriser aussi. C'est-à-dire qu'on a des maisons qui n'ont pas forcément toujours été bien entretenues. Et il y a de la surface, il y a même des usines, je pense, qui seront prochainement réhabilitées. Et oui, il y a pas mal de secteurs aussi qui sont en plein boom pour le coup sur les prix de l'immobilier et qui vont prendre, je pense, des plus grosses proportions aussi en termes de prix. C'est tout le plateau Est. Avec entre autres Bonsecours et Méliénard. Francville est en train de prendre le même plan. Avec en plus les aménagements qui sont en train d'être faits. Donc c'est des villes où effectivement je pense qu'il y a un engouement à vouloir investir maintenant puisque ça peut prendre en plus une valeur assez conséquente par la suite. J'aime bien le principe d'investir maintenant et ça peut prendre, mais comme on ne sait pas, on le prend en LOA, comme ça en même temps on a la porte ouverte pour effectivement le faire. Merci. Parfait. La transition est parfaite. Jean-Baptiste Massif, là vous souriez mais vous n'avez pas vu le très beau plan qu'a fait notre cadreur plateau sur vos bracelets. Oui, collector. Collector. J'en profite. C'est ma fille depuis l'histoire. Alors, l'histoire est assez drôle. C'est ma fille, 7 ans, Anna, qui m'a fait le premier bracelet porte-bonheur pour mon premier pitch, qui était le concours du salon Rent en 2017, où on a fini 2e. Je dis, ça me porte bonheur, tu m'en fais un. Donc, en règle générale, à chaque pitch ou autre, elle me fait un bracelet. Ouais. Voilà. Et puis, toujours avec vous sur les réseaux sociaux, Bernard, qui nous dit les HLM, on évoquait ça il y a peu de temps, les HLM ont mis en place, vous le disiez, un système de location accession sur 5 ans et on verse un loyer qui sert d'apport au moment de l'achat. Tout à fait. Redites-nous ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais, la location avec option d'achat, le leasing immobilier. Alors, sur les HLM. Voilà, sur les HLM, ça s'appelle Inly, qui est une filiale d'Action Logement, l'ex 1% patronal. Benoît Apparu, l'ex-ministre du Logement, a annoncé cet été que Inly allait construire des milliers de logements en leasing, autrement appelé LOA, à Paris. Et effectivement, c'est sur 5 ans. Alors, c'est l'étape de prototype. Ils sortent déjà les 3 premiers programmes, à Bagneux, Versailles, et j'ai plus l'idée pour le 3e. Ça va se démocratiser. Ils ont annoncé qu'ils allaient le faire avec un objectif de non-spéculation sur le foncier, parce qu'effectivement, la rareté fait que les prix s'envolent. L'objectif étant de permettre à toute une génération, notamment jeune, de pouvoir rentrer sur le marché de la primo-accession et de ne pas avoir à s'endetter 50 ans. Alors, on va maintenant parler du coût, du prix d'achat et surtout du financement. Alors aujourd'hui, on a vu que ça commençait à monter un peu. Une forme de rareté de l'offre fait qu'un certain nombre de prix augmentent sur un certain nombre de territoires, mais que ça reste compensé par un coût du financement qui reste très, très, très intéressant. Ouais. On peut dire d'ailleurs que c'est historique. Du jamais vu. Jamais les taux. C'est limite à se demander si on ne va pas nous donner de l'argent pour en emprunter. Et encore au mois de certains pays. Sur les
financement de dettes d'État, ça existe. Ouais, Oui. c'est interdit par contre chez nous. Hein. Voilà. On ne pourra pas, ça, je rassure les intérêts. En tout cas, les taux sont très bas, encore jusqu'à très récemment. On pouvait réussir à emprunter à moins de 1%. Hein. On a vu des taux jusqu'à 0,87 ou quelque chose comme ça. On n'en est peut-être pas encore très loin. On est même plus bas. On est encore plus bas. Sur certaines durées. Alors, qu'est-ce qu'on peut financer avec quelle mensualité? Un exemple, on pourra en donner beaucoup, vous pourrez peut-être nous en donner d'autres. Aujourd'hui, avec 1 000 € par mois, alors encore une fois, qui peut concerner certains et qui peut être trop élevé pour d'autres, mais c'est juste un indicatif, on peut emprunter 210 000 € sur 20 ans ou 250 000 € sur 25 ans. Alors avec 3 avantages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la conjoncture, les taux sont les plus bas qu'on ait connus historiquement. Ouais. On a un allongement des durées d'emprunt possibles. Les banques se montrent assez souples actuellement. Et puis, on note aussi de moindres exigences des banques sur l'apport. On peut même financer, dans certains cas, sans apport. Réaction des experts immobiliers. Alors effectivement, sur certaines opérations, et ça vaut d'autant plus pour les investisseurs, puisque les investisseurs qui ont soit 100 000 € à mettre, ce qu'on appelle dans le commerce, dans le jargon, pour acheter soit un studio ou un bout de local, vont investir sur 15 ans généralement, et avec des taux quand même assez intéressants, puisqu'ils ont généralement de l'apport. Là où c'est intéressant aussi pour surtout des primo-accédants, c'est que ils ont cette envie d'investir et c'est une très très bonne chose et il faut continuer effectivement à le faire puisque ça reste de toute façon toujours intéressant et il n'y a pas de période pour acheter. C'est ce qu'il faut bien aussi savoir, c'est qu'il n'y a pas de période clé vraiment pour acheter un bien. Il y a toujours des petites montées, on va dire. On a connu des époques pendant où l'été les taux étaient très élevés, c'était pas forcément le moment d'acheter. Oui, mais les prix étaient certainement plus bas. Aussi, c'est sûr. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de tout ça et généralement les primo-accédants achètent sur 20 ans ou sur 25 ans sur leur situation et c'est là où je rejoins Jean-Baptiste sur justement les contrats aujourd'hui de travail parce que les banquiers se fixent quand même par rapport à ça et on voit qu'il y a une précarité en termes de contrats de travail sur lequel où les CDI, voilà, il y en a quand même de moins en moins. Donc il faut essayer de statuer par rapport à ça. On a beaucoup plus de freelance où il faut justifier, voilà, profession libérale, où il faut justifier de soit 3 ans d'activité ou pas forcément avec du bénéfice direct. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui pour les banquiers de rester très stricts sur leurs conditions. Alors, question d'un internaute qui nous suit. Merci de nous suivre, cher internaute. On nous demande, peut-on toujours emprunter à taux variable et par opposition à taux fixe? On peut toujours, sous le principe, mais il n'y a aucun intérêt à le faire en tout cas. C'est-à-dire que comme les taux sont très bas, quel intérêt aurait-on de risquer de subir une hausse des taux? Absolument aucun. C'est ça. Aucun. Donc réponse à notre internaute, empruntons plutôt à taux fixe? Oui. Puis profitons un peu. Même si le taux est moins bon, excuse-moi, que celui du... La problématique aujourd'hui, effectivement, c'est quelquefois on a du mal à acheter. Il y a des banquiers qui suivent, il y a des banquiers qui ne suivent pas, il y a des professions qui attirent, il y a des professions qui n'attirent pas. Et je pense que il faut voir les choses différemment, il faut raisonner en mensualité plutôt qu'en taux, je pense. Voilà, on a une capacité d'endettement, une capacité de fonctionnement, et voilà. Et on ajuste en fonction du... On doit louer au minimum. De la durée du prêt. Pour habiter, il faut louer, de toute façon. Au minimum. Donc raisonnez comme un loyer, et vous achèterez, il n'y a pas de problème. Mais taux fixe, Alors, profitons de cette exception française. Oui. Oui. À la question très concrète, est-ce le moment d'acheter, je me mets à la place de tous ceux qui nous suivent, réponse résolument oui. Ben oui, les taux sont extrêmement bas. Maintenant, l'immobilier monte. En ce moment, il est plutôt... Et puis, il y a une rareté. Donc, la rareté fait aussi le prix du bien. Mais le bon moment d'acheter, c'est celui quand on est prêt, c'est celui quand on a envie, je pense. Il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de mauvais moment. Sur le long, si évidemment on raisonne sur du court terme, on prend plus de risques. Si on raisonne sur du long terme, évidemment moins. Je trouve que la solution de la LOA aujourd'hui, c'est génial parce que des gens qui doutaient un peu, qui étaient un peu sceptiques dans cette forme de liberté de location, ça va peut-être leur donner des ailes. Ouais. Et voilà, je pense que... Notre internaute qui nous avait posé la question, à qui on a répondu, vous remercie, messieurs. Il qualifie votre réponse de pertinente. J'en suis ravi pour vous. Merci, monsieur. Alors, à qui est-ce qu'on s'adresse pour financer son achat, sa maison, son appartement? Je me retourne à nouveau vers Bastien, notre acheteur témoin. Bastien, vous pouviez vous adresser à des banques, vous pouviez vous adresser à des courtiers. Est-ce que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui forcément identifient le rôle du courtier? On va en parler. Comment vous avez procédé, vous? Banque ou courtier? Ou les deux? Les deux. Alors, racontez-nous. C'est en discussion actuellement, justement, c'est en négociation. Racontez-nous concrètement comment vous faites. Concrètement, l'idée dans un premier temps a été voir ma banque actuelle, par simplicité, et puis pour avoir une première tendance. De faisabilité. Exactement. Et puis pour pouvoir avoir justement une première simulation.
Et ensuite, l'idée a été tout simplement d'aller frapper à la porte d'une courtière pour pouvoir avoir une comparaison. Et ensuite, faire jouer justement la concurrence, puisqu'aujourd'hui, au niveau immobilier, c'est comme pour tout, que ce soit la téléphonie ou autre, on va aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. J'ai l'impression que le métier de courtier a bien évolué. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, où on hésitait, on ne savait pas trop, est-ce qu'on avait confiance, c'était pas évident. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que le métier de courtier s'installe sur le marché du financement. C'est un mode de consommation différent qui évolue et c'est tout à leur honneur d'intervenir dans cette phase de financement d'un bien immobilier. Je pense qu'il y a besoin de toute façon de passer par des professionnels, quelle que soit l'étape de l'achat, que ce soit par un professionnel de l'immobilier comme un courtier IMO. Et nous, on a beaucoup de relations avec les courtiers justement pour accompagner de A à Z toute cette étape de financement. Et les courtiers, aujourd'hui, la différence qu'il y a juste avec une banque traditionnelle va permettre en fait d'ouvrir tout simplement les portes d'autres banques avec de nouvelles conditions qui peuvent être généralement plus avantageuses, sauf si votre banque a vraiment une confiance entière dans votre situation. On pourrait imaginer, prenons le cas de Bastien, alors on ne va pas citer sa banque, mais on pourrait imaginer que comme il est client de sa banque sans doute depuis un moment, que sa banque, en gros, le remercie d'être client depuis longtemps et lui fasse des conditions attractives. Et on s'aperçoit, alors vous voyez venir, on s'aperçoit dans bien des cas que ce n'est pas le cas et que finalement, alors même qu'on est client d'une banque depuis très longtemps, on va aller réussir à trouver d'autres propositions plus intéressantes ailleurs. Réaction. C'est compliqué pour un banquier. Moi, en plus, je suis un ancien banquier. Donc, je l'ai fait dans des banques de réseau. C'est compliqué parce que finalement, quand vous voulez avoir un nouveau client, l'un des éléments clés, c'est l'achat immobilier. C'est ce qui vous permettrait de changer de banque du tout au tout. Oui, c'est à ce moment-là que c'est plus facile de changer de banque. C'est à ce moment-là que les banques mettent le plus de moyens pour capter ces nouveaux clients, parce que c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se louper. Alors après, ce que je peux conseiller, c'est qu'effectivement, demandez une première proposition. Votre banquier, votre conseiller qui est en face de vous, il a une certaine marge de manœuvre. Il ne peut pas tout faire non plus. Après, au risque de perdre un client, on peut demander, pourquoi pas, un taux dérogatoire à la région de la banque ou autre pour obtenir de meilleures conditions, pour dire « je suis un bon client, ne me laissez pas partir ». Jean-Baptiste, je vous coupe juste quelques instants et vous reprenez le fil de votre propos, parce que ici, la règle, c'est qu'on soit en direct, presque en instantanéité avec les internautes. Je ne sais pas si c'est parce que vous étiez à l'écran en gros plan, mais attendez, Laura qui nous suit, merci Laura, et bienvenue dans cette... Laura nous dit qu'elle adore cette émission. Alors, est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste était en gros plan? Je ne sais pas. Ça se fait brasser. Alors, allez-y, je vous laisse continuer. Non, en gros, les banques vont faire tout ce qu'elles peuvent pour aller capter de nouveaux clients. Ça, c'est un fonctionnement de base. Vous avez besoin, comme dans tout commerce, d'avoir de nouveaux clients. Mais encore une fois, on le répète, c'est au moment de l'achat immobilier que c'est plus facile. Bah oui, c'est pas au moment j'ai des meilleurs frais de banque, j'ai une meilleure carte bleue. Enfin voilà, tout le monde se bat avec les mêmes armes. Donc le moment de l'achat immobilier, c'est un moment fort et clé pour capter de nouveaux clients. Alors, donc oui, les banques font de meilleures conditions aux nouveaux clients qu'aux plus anciens clients. Faut juste après donner les armes à votre banquier pour il vous fasse une meilleure proposition. Mais dans un premier temps, en plus, moi je vais sauver pas sauver les banquiers, mais je vais prêcher pour les banquiers, parce que le premier réflexe a été d'aller voir le banquier pour que le banquier fasse une première proposition. Bah oui, seulement c'est le premier à shooter. Donc lui, il va sortir un taux à 2, il suffit de se poser à 1,90 et là pour le coup, il change de banque. Alors, ça sert à rien de donner dans un premier temps un excellent taux, vaut mieux pas donner un meilleur taux, laisser les autres se battre. Que le client on est avec vous qui nous suivez en direct sur la page Facebook de Paris Normandie. On essaie de vous donner le maximum d'informations sur l'immobilier, tant c'est un domaine qui nous touche de près, tous autant qu'on est, que l'on soit locataire ou que l'on soit accédant. Je vais y arriver. Accédant à la propriété. Antoine Rupéroland qui voulait intervenir. Bon, je ne vais pas me battre contre un ancien banquier, et je respecte mon banquier inévitablement. Je pense que... Oui, il y en avait un qui disait « j'aime ma femme », vous dites « j'aime ma banque ». Mais ça me rappelle, ça me rappelle une publicité. C'est un slogan, effectivement. Je pense que les banquiers n'ont rien perdu dans l'histoire, parce qu'en fait, c'est qu'un jeu de chaises musicales. Ah oui. Donc, même s'ils perdent un client, ils en récupèrent un autre. Et puis, il y a des moments où ils sont attractifs, il y a des moments où ils ne le sont pas. Aujourd'hui, vu les taux, toutes les banques sont attractives. D'accord ? Elles sont Permettez-moi de dire certaines plus que d'autres. Oui. Parce mais les variables ne sont pas sur le taux. Certaines qui sont, disons-le, plus spécialisées ou plus engagées dans le financement de l'immobilier. Il y a des politiques, il y a des politiques pro-emprunt immobilier qui arrivent de temps en temps en fonction des époques de l'année, en fonction des objectifs, exactement. Ouais. Ce qui est, à mon avis, intéressant avec un courtier, c'est d'avoir chez lui un panel
d'avoir pas une seule banque, mais plusieurs banques. Il a la vue sur tout le marché du financement. Approprié plutôt à tel ou tel profil, excusez-moi. Ça, c'est mon avis, ça a du sens quand c'est bien fait. Et puis un deuxième sens, c'est qu'aujourd'hui, on négocie nos assurances. Ouais, et c'est là que c'est intéressant, parce que la banque... Alors là, il n'y a pas que ce fameux taux de... Il n'y a pas que il y a aussi l'assurance. Mais bien sûr, et le taux est évidemment en rapport avec l'assurance prise à la banque. Si vous ne prenez pas l'assurance de la banque, vous allez avoir un taux qui sera moins bon. Et puis j'ai envie d'aller un peu plus loin, et là je ne suis pas très copain avec les banquiers, et chacun son métier. Lancez-vous Antoine Rupert-Roland. Chacun son métier, et à un moment donné, si on ne prend pas l'assurance, si on ne prend pas l'alarme, si on ne prend pas le téléphone, à un moment donné, on n'a pas les mêmes conditions quasiment. Voilà, je trouve qu'à un moment donné, la discussion ne doit pas être sur tous les points. La relation à la banque, elle est fondamentale. On ne peut pas faire sans. Ah bah non, donc, écoutez, ça me donne l'idée. Vous qui nous regardez, on va très bientôt vous proposer une émission en direct comme celle-ci, mais avec 4 banquiers autour. Et on parlera. C'est une bonne idée, ça. Et on ne parlera pas que de l'immobilier. On parlera de notre relation à tous avec les banques. Moi, j'ai simplement restitution d'informations. Je rencontre ici ou là des personnes qui me disent ah bah tiens, j'ai acheté et j'ai eu le meilleur taux chez ma banque. Je rencontre aussi des personnes qui me disent j'ai acheté et j'ai eu le meilleur taux avec un courtier. Alors, comment se fait-il, je me fais peut-être le relais du questionnement de ceux qui nous regardent, comment se fait-il à partir du moment où les courtiers, on l'a vu sur tout le marché, à partir du moment où les courtiers achètent du gros volume, ils achètent du volume de financement, comment peut-on comprendre que dans un certain nombre de cas, les banques individuellement restent meilleures qu'un courtier? Répondez-nous. Parce que je pense que... Et puis après, peut-être Jean-Baptiste aura un complément. Je pense que comme notre acquéreur malheureux, eh bien... non, il est très heureux, évidemment. Il est très heureux. Il est heureux de son investissement. Et je pense qu'il fait il joue les leviers, quoi. Donc, il est allé voir évidemment sa banque, il va aller voir son courtier. Alors, quelquefois... Alors, qui va gagner? Très probablement, j'en sais rien, mais il risque de retourner voir sa banque avec le taux que lui propose le... on l'invitera à le faire. Évidemment. Ben oui, la réaction, il est déjà parti pour le faire. Évidemment. On m'a invité à le faire. La réaction de l'ancien banquier. Alors, pour reprendre. Quand est-ce que c'est la banque qui gagne et quand est-ce que c'est le courtier qui gagne? S'agissant du taux le plus bas à proposer au client. C'est toujours la banque qui gagne. Parce que le courtier, il est juste là pour faire l'intermédiaire entre. Non, mais là, vous ne répondez pas à ma question. Non, mais le courtier, il n'est pas là pour acheter du crédit en masse et pour revendre du crédit. Il est là pour présenter votre dossier dans les meilleures conditions et vous trouver les meilleures conditions de financement. Donc, il joue l'intermédiaire sans acheter en voilà. C'est pas un broker de crédit, c'est un broker de dossier, on va dire. Donc il est là pour vous trouver le meilleur financement. Donc in fine, de toute manière, ce sera la banque qui gagne, que ce soit la banque du client ou une banque tierce, ce sera de toute manière une banque qui gagne. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il y a un moment, il y a une banque qui va se battre plus qu'une autre pour aller capter ce client-là. Parce qu'il intéresse la banque à ce moment. Parce que le client l'intéresse, parce qu'effectivement, il va prendre des produits annexes et toujours pour prêcher la bonne parole des banquiers. L'assurance, les banquiers doivent gagner de l'argent. Il faut penser aussi que le banquier, il prête de l'argent par rapport à de l'épargne qui lui est confiée. Il n'invente pas, il ne crée pas de l'argent. Donc si derrière, il prête en permanence à 0 ou 0,5, dans la foulée, les rendements de vos contrats vont descendre d'autant. Alors, question de Bernard qui nous suit depuis tout à l'heure. Bernard, il dit, comment ça se passe avec un courtier? Est-ce qu'on signe un contrat? Enfin, il veut du concret. Ah bah oui, on signe une convention. Alors, expliquez clairement. C'est en fait un courtier a une convention donc, avec plusieurs banques. Alors, selon les courtiers, elles ont plus ou moins d'ouverture avec plein de banques et d'autres avec juste des banques exclusives. Donc, ils signent un contrat avec eux qui leur permet en fait d'envoyer tout simplement des dossiers de financement tout prêt. Donc, c'est un package, voilà, c'est clé en main, aux banques avec une proposition lambda, voilà, selon les ressources. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport au courtier en lui-même. Il va juste envoyer ce dossier-là et après, la rémunération se fait par des frais de dossier payés directement au courtier et après la banque rémunère, si donc, cette banque-là accepte, rémunère le courtier. D'accord. Donc, mais par rapport à la question de Bernard, à un moment donné, s'il s'adresse au courtier, le courtier va bien lui présenter un contrat à signer. Juridiquement, on n'a pas le choix parce que RGPD oblige en plus, vous allez confier au courtier énormément de données extrêmement sensibles, vos revenus, on peut poser la question de savoir comment ça s'est passé, si c'est déjà signé. Alors oui, témoignage, Bastien, comment ça s'est passé avec le courtier? La rencontre avec donc, le courtier a été réalisée et finalement c'est le même principe qu'avec sa banque, c'est-à-dire fournir ses derniers avis d'imposition, ses 3 derniers relevés bancaires, son contrat de travail,
Qu'est-ce que j'ai oublié encore Les 3 derniers bulletins de salaire. Ouais, c'est ça. Voilà, tout ce qui est pièces d'identité. Pardonnez-moi une question peut-être un peu naïve, messieurs, mais on a l'impression quand on achète un bien immobilier et qu'on en est au moment du financement, avec tout ce qu'on doit fournir, on a l'impression de se mettre un peu à poil en fait. Bah oui, mais c'est le cas. Mais c'est le but. Pardonnez l'expression, mais c'est un peu ça. Mais la banque, elle va vous prêter quand même une coquette somme et elle va s'engager, elle, sur une durée extrêmement longue. Quand on vous prête 200 000 € sur 25 ans, faut savoir que ces 200 000 € là, ils n'ont pas été inventés, c'est de l'épargne des particuliers. Donc c'est quand même mieux de s'assurer que derrière, la personne à qui on les a prêtés, elle va bien les rembourser. Sinon, à la fin, on va vous dire, votre livret A, il n'y a plus de sous-dessus, quoi. Parce qu'on l'a prêté à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, dont on n'a pas vérifié la solvabilité. Et les contraintes de solvabilité, les règles de solvabilité pour les banques sont de plus en plus contraignantes. Post-2008 et Lehman Brothers. Et surtout, on n'a pas d'historique en fait. On n'a pas d'historique sur tout le référencement d'une personne. Donc tout cet historique, il faut le créer. Et c'est avec tous ces documents-là aussi. Voilà. Alors, vous l'avez vu, on est sur un format long. Je crois qu'on me signale en régie que ça fait bientôt 55 minutes que nous sommes avec vous. Écoutez, ça vaut le coup. On pourra refaire de temps en temps des points comme ça sur l'immobilier. Je pense que c'est aussi à aider tous ceux qui nous regardent. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions et on n'a pas forcément les réponses. C'est difficile d'y voir clair. Tout ça reste assez nébuleux. Alors quand on a déjà acheté et revendu plusieurs fois, ça y est, on est rodé. Mais pour la primo-accession, comme on dit, la première acquisition, on se sent un peu démuni, on ne sait pas trop comment faire. C'est vachement stressant. Disons-le. C'est pour ça que c'est mieux de tester avant d'acheter. Bon. Et là, la récup sur quasi acquis. Vous voyez, ça me fait citer encore une fois le nom de la marque. Malgré moi. Ce qui est certain, c'est que on est persuadé, malgré la digitalisation, que le métier d'agent immobilier ne disparaîtra pas pour toutes ces raisons-là. Alors justement, tiens, dernière question, on en est tout près de la fin de l'émission. L'agence avec Antoine Ruppé-Roland et puis avec Mériviat, on a 2 agences, l'agence traditionnelle et l'agence numérique. Voilà. Discutez un peu ensemble. On aura toujours besoin d'un conseil. Non, mais avantage, inconvénient des 2 formules. Je trouve que... Alors, il nous bouscule, inévitablement. Vous le dites honnêtement, vous êtes bousculé. Bien sûr, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a tellement d'acteurs aujourd'hui qui se mettent à faire de l'immobilier. On parlait de gros organismes, de banques, entre autres. Enfin voilà, on est aujourd'hui... on nous pousse dans tous les sens. Donc effectivement, l'agence traditionnelle immobilière... elle va peut-être pas disparaître, mais elle va évoluer. Elle va changer. Donc, et tant mieux à la rigueur, parce que ça fait aussi bouger les choses, les modalités. Alors, on descend un peu de notre piédestal, c'est certain, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on partage, il faut que nos commissions se réduisent quelquefois aussi. Mais ça va peut-être dans le bon sens, au final. Alors Bernard qui nous a suivis depuis le début, puisqu'on me dit tout là, dans l'oreille. Bernard, messieurs, il vous remercie. Il vous remercie pour tous vos propos et il est satisfait d'avoir suivi cette émission grâce à vous. Donc c'est très bien. On fait réagir aussi l'homme du numérique, l'agence numérique, sans boutique, sans pignon sur rue. Alors nous, en fait, c'est pas parce qu'on joue sur du numérique qu'on va absolument soit dénigrer le métier d'agent immobilier, parce qu'on est agent immobilier nous aussi, seulement qu'on essaye de revoir un petit peu la manière dont on va traiter l'information et comment on va vendre un bien immobilier pour que ça soit plus transparent. Pour la visite, vous envoyez un robot ? Alors, pas du tout. Non, on n'est pas du tout là-dessus et je pense qu'à Rouen, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de réduire, entre guillemets, c'est tout ce qui est, entre guillemets, inutile pour le vendeur et pour l'acheteur, qui nous permettent aussi de réduire un petit peu nos frais. Il faut être totalement clair. Et surtout, on essaye aussi d'ouvrir un petit peu les vannes sur les contrats qu'on appelle mandats aujourd'hui dans l'immobilier, qui malheureusement ont été pendant des années un peu bloquants, et surtout que le mode de consommation d'aujourd'hui fait que on commence à être sur du sans engagement un petit peu partout, on commence à être sur des prix où même les courtiers avant prenaient des frais beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. Donc ça va peut-être arriver dans l'immobilier, ça va peut-être prendre plus de temps, mais en tout cas nous on ne dénigre absolument pas le métier d'agent immobilier, c'est pas du tout le but. Nous on continue à faire autant notre travail, autant sur la transparence de l'information, notre devoir de conseil, qui est le propre de la loi qui nous régit, et surtout de faire notre boulot le mieux possible. En tout cas, je note entre l'agence numérique et l'agence traditionnelle, il y en a un, il affiche la couleur sur son sweatshirt. Là, il y a la marque. Voilà. Antoine Ruppé-Roland, vous auriez 25-30 ans aujourd'hui, vous créeriez une agence numérique immobilière ? Très clairement, quand j'ai créé la société en 2011, je me suis posé la question. Et j'avais, dans une première expérience, pas de vitrine. J'ai été fabriqué à l'ancienne, prospection terrain, et quand je prospectais, on me demandait « mais vous êtes installé où ?» Et j'ai eu une opportunité, c'était pas mon désir initialement, et j'ai pris cette opportunité qui est
évidemment plus contraignante pour plein de choses, les ouvertures. Il faut être là, il faut pas fermer la vitrine quand on est sur le terrain. Et puis après, c'est une location supplémentaire, et patati, patata, on parlait de la taxe foncière. Mais c'est finalement un élément d'assurance et de réassurance pour le particulier. Il n'achète pas pour le coup une paire de chaussures où si ça va pas, je la jette, c'est pas grave. Ça, c'est 50% de son revenu, c'est son patrimoine, il veut pas se louper. Oui, et puis sur une agence digitale, la différence, c'est que nous, on n'a pas effectivement pignon sur rue, donc forcément, quand on leur dit on travaille dans un espace de coworking, ils ont un peu peur au départ. Et puis notre façon de communiquer aussi est différente par rapport à une agence traditionnelle. Une agence traditionnelle va dire venez en agence, c'est telle rue. Nous, on peut le dire aussi, mais on le voit moins. Bon, donc, messieurs, voilà, c'est un petit peu différent. Je vais maintenant vous couper la parole parce qu'on a terminé. Voilà, il faut aussi laisser tous les amis qui nous suivent aller déjeuner. On termine par un rapide tour de table. On essaie d'être synthétique. Chacun nous dit ce qui lui paraît l'idée. Alors, il faut choisir. On ne peut pas tout dire. Rapidement, ce qui lui paraît être le plus important, l'idée à conserver là par rapport à tout ce qu'on a évoqué. On terminera bien sûr par Bastien, notre particulier qui a accepté de venir témoigner. Alors, Antoine Ruppé-Roland, qu'est-ce que vous nous dites en conclusion? Moi, je voudrais synthétiser un petit peu la démarche d'acquisition. Mais encore une fois, toujours, excusez-moi, pour que ce soit très pratique pour tous ceux qui nous regardent. Je pense que acheter, on a tous peur de faire quelque chose, une action aujourd'hui, et principalement effectivement d'acheter. Je pense que c'est normal, mais si on fait rien, on n'a rien. Tout simplement. Il faut se lancer, Donc, à un moment donné, je pense qu'effectivement, on peut apprécier sa liberté, peut-être imaginer partir à l'étranger, parce que les jeunes, entre autres, moi je m'étonne qu'il y ait autant de jeunes qui veuillent acheter parce qu'ils sont plutôt dans une mobilité. Mais je trouve ça intéressant et en fait, ils sont dans une forme de capitalisation. Mais moi, voilà, je pense que je suis heureux d'avoir été présenté à Kasiaki parce que je crois assez en cette nouvelle formule. Ça ne va pas être la formule idéale absolue, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que c'est un levier supplémentaire et on va être amené à travailler ensemble. Vous pouvez envisager de travailler ensemble. Absolument. Voilà, vous vous serez rencontrés grâce à cette émission sur absolument. ce plateau. Alors, donc, Mériviat, c'est pareil, phrase de conclusion sans être trop long. Je vais essayer. Et très pratique pour les internautes qui nous suivent. Alors moi, je pense que de toute façon, effectivement, c'est une démarche qui est contraignante parce qu'il y a énormément d'informations qu'on peut trouver sur Internet et tout ça. Bon, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Donc, vous, sur Internet, vous êtes la bonne chose. Non, on reste professionnel. Non, moi, je pense que le but, c'est que c'est une démarche qui est compliquée. On joue sur des sommes quand même assez importantes, quel que soit le financement. Qui sont très engageantes, oui. Exactement. Donc, je pense que les conseils aujourd'hui qu'un professionnel peut donner, qu'ils soient en digital, qu'ils soient en traditionnel ou que ça soit courtier, aujourd'hui, on peut les donner gratuitement, ces informations. Donc, nous, on sait qu'on fait ce qu'on appelle des cafés projets au sein de notre agence où, en fait, on laisse tout simplement la porte ouverte aux gens pour venir se conseiller sur justement toutes ces démarches d'immobilier parce que c'est très important. Et pour rejoindre JB sur le dernier point, sur la démarche de Kasiaki, nous on l'a déjà implanté depuis plus d'1 an et demi. Voilà, on sait que c'est en phase d'évolution, mais on a de plus en plus de gens qui viennent vers nous pour ça. Ouais. Jean-Baptiste Massif, un mot de conclusion, encore une fois, le plus concret possible et le plus bénéfice-service pour les internautes. En gros, l'immobilier, c'est un acte fort. Et quand j'étais déjà banquier à l'époque, je disais réfléchissez-le. On ne peut pas acheter un bien immobilier comme pour le coup, on serait rue du Gros Horloge, on passe devant une boutique, ah tiens, cette paire de chaussures, elle me plaît, je l'achète. On achète un peu de l'immobilier comme ça aujourd'hui, on dit, gardez-vous un peu de raison sur le principe, c'est quand même un moment fort. Donc entourez-vous de professionnels de l'immobilier. Sur Internet, on peut voir énormément de choses, c'est très bien, mais c'est de l'information. Renseignez-vous auprès d'un professionnel local, que ce soit un agent immobilier, que ce soit un notaire, qui connaît le secteur, qui connaît le bien. Lisez effectivement toutes les annexes qu'il peut y avoir dans un compromis. Renseignez-vous. Prenez un peu de temps pour la réflexion, c'est important, même si aujourd'hui ça doit aller très vite. L'un des éléments qui permet de le faire, c'est effectivement le principe de le tester avant de l'acheter en location avec option d'achat. Il y a certains moments, effectivement, quand vous avez 3-4 personnes sur le même bien, malheureusement, le vendeur, il va vendre à celui qui achète le plus vite. Donc on ne peut pas forcément... Et en ce moment, ça va très vite. Et en ce moment, ça va très vite. Donc il y a des secteurs dans lesquels ça va très très vite, il faut jouer avec. Donc renseignez-vous en amont. Il y a des secteurs sur lesquels ça va un peu moins vite, prenez un peu de temps. Mais effectivement, l'immobilier reste... On parlait de vitesse là, juste, on va pas refaire le débat, c'est terminé. Mais simplement aujourd'hui, il y a tellement peu d'offres sur bien des territoires que si on n'est pas prêt à dire oui, je prends tout de suite, on se fait passer le bien vous passe sous le nez, quoi, en fait. C'est pour ça que ça se travaille en amont. C'est une difficulté, ça. Ça se travaille en amont. Donc on peut peut-être dire à tous ceux qui veulent acheter, peut-être avant d'aller faire la première visite, être allé d'abord voir sa banque pour voir à quel niveau on peut emprunter, pour être capable de dire oui tout de suite, au cas où un samedi matin, moi j'ai un voisin, ça lui est arrivé, il va voir une maison le samedi matin à 9h30,
Il dit ça m'intéresse, je suis partant, et à 12h30, elle était louée. Et il n'avait pas dit oui entre 9h30 et 12h30. Surtout que sur l'achat, en plus, vous avez des délais qui vous permettent de vous rétracter lors de la signature d'un compromis. Dernier mot pour notre visiteur, notre particulier investisseur. Je retiendrai 2 idées, notamment sur ce qui a été dit. C'est de bien y réfléchir, mais de s'entourer aussi des bonnes personnes, de ne pas hésiter à aller frapper à différentes portes pour se renseigner. Et la seconde idée, c'est de ne pas spécialement avoir peur, puisqu'aujourd'hui, de l'extérieur, on trouve toujours qu'acquérir, c'est presque inaccessible. Enfin, voilà, sur une certaine catégorie d'âge. Voilà, on peut le penser, mais pas du tout. Pas du tout, ne pas hésiter à se renseigner justement et à aller prendre les bonnes infos, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Très bien, merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission en direct avec vous. Eh bien, ça sera sur les banques. On aura 4 banquiers. Et je suis sûr que Jean-Baptiste Massif trouvera un petit trou de souris pour venir en régie. C'est ça. Et puis, allez, je termine sur un cocorico. Cocorico. Et alors, on parle d'immobilier. Là, c'est l'immobilier à Bois-Guillaume, puisque... il est Bois-Guillaumais. Pierre Gasly est Bois-Guillaumet. Et bien voilà, c'est son premier podium en Formule 1. C'était à Interlagos, au Brésil, à Sao Paulo. Voilà, notre Bois-Guillaumet a fait son premier podium. Bravo à lui. Et puis ça me permet de montrer Paris-Normandie. Voilà, le journal paraît tous les jours avec plein d'informations régionales. Voilà, achetez-le. Voilà, c'est aussi faire corps avec sa région que d'acheter son journal régional. J'ai fait mon petit cocorico et je vous dis à bientôt. Merci. Allez, je vous applaudis. Merci beaucoup. Merci.